dure mission, sur le dernier jour, de faire une intervention juste après manger. Donc je me suis dit, pour éviter la souffrance de ceux qui sont assis, on va commencer par un jeu. Parce que quand même, ça va un peu donner un peu du topos. Alors c'est un jeu quand même, c'est un jeu pour kiné quand même. Donc, comment ça se passe? Je vais vous donner une situation clinique et puis tout à l'heure vous allez voter à travers Klaxoon, vous aurez un petit vote et puis on va voir un peu ce que ça fait. Donc il y a une première situation clinique, c'est que vous recevez en consultation Madame Payette, 52 ans, droitière, qui est assistante maternelle. Elle est en arrêt de travail depuis 2 semaines à cause de douleurs au niveau de son épaule droite. Voilà ce que vous savez de la situation. Là, je vais vous donner une hypothèse de diagnostic. On va admettre que là, vous pensez que son diagnostic, c'est une tendinopathie du supraépineux. Admettons ça, vous pensez une tendinopathie du supraépineux. Je rajoute un élément. Mais vous trouvez que le test d'abduction résistée, c'est-à-dire le test de Job, est positif. Vous pensez une tendinopathie, le test de Job est positif. Le fait que le test de Job soit positif, ça rend votre hypothèse de tendinopathie plutôt très renforcée. Plutôt renforcée. En fait, dans le fait que le test de Job il soit positif, ça ne change en rien le fait que ça puisse être une tendinopathie. Au contraire, ça rend cette hypothèse plus faible ou très affaiblie. Donc là, je vais vous demander, il n'y a pas de réponse refuge. Tout a un impact. Est-ce que ça conforte ou est-ce qu'au contraire, ça enlève de l'importance? Ou est-ce qu'au contraire, ça n'impacte en rien? Donc, à partir de cette situation, je vais vous demander de voter +2, +1, 0, -1, -2 à travers votre téléphone. Serge Magnéto. Magnéto, Serge. Pardon, j'ai inversé. Voilà, c'est lancé. C'est lancé. Ça s'affiche sur le téléphone là? Ouais. Et le QR code il est là, si vous voulez voter. Les réponses sont anonymes. Donc vous pouvez vous lancer. Si vous avez la flemme de vous déplacer pour flasher, il suffit d'aller sur klaxon.com sur votre navigateur et ensuite le code qu'il vous demande, c'est celui qui est affiché en gros. C'est ça. Il faut un email, monsieur. Il faut un email. Non. Si, il faut un email. Si, donc ce n'est pas anonyme. En tout cas, il n'y a rien qui s'affiche ici et moi je ne connais pas les réponses. Donc, Ok, il y a déjà pas mal de réponses là. J'en vois encore quelques-uns qui pianotent. Est-ce que vous avez pu donner votre réponse? C'est bon, tout le monde a pu voter? Ouais? Non? Allez, on laisse encore 5 secondes, mais parce que le maître du temps, il va me rappeler à l'heure, à un moment, il va dire, attendez, Yannick, tu serais compliqué. Attention, on sent que la dernière réponse va arriver. Même petit timer. Allez, il vous reste 10 secondes. C'est bon, votez. Votez, donc c'est bon. Merci, 10 secondes, c'est fait. Ouais, c'est fait. Ok. Ok, affichons nos réponses. On va voir ce que vous avez répondu.
Alors vous avez marqué, 50% ont dit que c'était plutôt renforcé. 46% ont dit que c'était ni renforcé ni affaibli. Ça n'a pas d'impact. Donc globalement, il y a à peu près la moitié qui pense que ça augmente, la moitié qui pense que ça n'a pas d'impact, et il y en a 2% qui disent très renforcé, donc quand même dans le sens du renforcé, c'est plus important, et 2% plutôt affaibli. Ok. Maintenant, ce que je pourrais vous demander, c'est pourquoi vous avez répondu ça? Alors on ne va pas voter, vous n'allez pas remplir, hein. Mais imaginez dans votre tête de devoir justifier votre réponse. Pourquoi vous avez mis ça? Je vous laisse 5 secondes là pour vous dire, essayez de trouver votre argumentation. Qu'est-ce qui fait que vous avez répondu ça? Ou que vous n'avez pas répondu autre chose. Alors maintenant que vous avez fait ça, et qu'on a vu vos résultats, cette question, on l'a soumise à 16 experts en musculo-squelettique. 3 à La Réunion, 15 en métropole. Voici quels sont leurs résultats. Donc ça, c'est justifier votre choix. Il y a un expert qui a dit très renforcé, 13 experts qui dit plutôt renforcé, et 2 experts ni renforcé ni affaibli. Aucun ne répond plutôt affaibli ou très affaibli. Ok, voilà les résultats. On s'aperçoit de quoi en voyant ça? C'est globalement, il n'y a quand même pas un consensus, mais c'est quand même, il y a une tendance majeure, et on retrouve cette tendance majeure d'ailleurs chez nous. Maintenant, voici quelles sont les argumentations. Donc celui qui dit très renforcé, il dit le test de Job est un des meilleurs tests diagnostiques de l'atteinte du supraépineux. Et on est content. Lui, c'est ce qu'il pense. On voit que là, on ne sait pas sur quoi il se base, hein. Mais c'est ce qu'il croit. On ne voit pas de preuve là-dedans, mais on voit ce qu'il croit. Plutôt renforcé, très expert. Le mouvement résisté douloureux peut correspondre à l'hypothèse, mais pourrait également correspondre à d'autres hypothèses. Ok, pas de notion de preuve, mais c'est quand même un expert. Il justifie là-dessus. Il justifie sa réponse comme ça. Le test de Job reste un indicateur, mais ne suffit pas à lui seul à définir la pathologie. L'activation de plusieurs muscles en parallèle rend sa sensibilité, sa spécificité discutable. On commence à rentrer dans la preuve. Sensibilité faible et spécificité limitée pour le test de Job, mais la pathologie n'est pas à écarter. Il y a à la fois de la preuve et à la fois ce qu'on pense. Ok, voici, c'est ça leur justification. J'en ai mis 3 parce que les autres c'était à peu près identique. Et ni renforcé ni affaibli. Aucune valeur diagnostique pour les tests de Job. Ratio de vraisemblance positif proche de 1. Là, on est dans de la clinimétrie. On est dans la preuve. Et le deuxième, test de Job a démontré qu'une contraction provoque de la douleur. Ce test est juste provocateur douleur. On ne pourra pas, ici, baser uniquement notre hypothèse sur ce test. Alors, quand même, quand on regarde, il y a 16 experts, globalement, ils ne sont pas d'accord. Il y a quand même une tendance principale, mais ils ne sont pas d'accord. Ok. On va en faire une deuxième, mais vous n'allez pas voter, parce qu'on m'a dit que j'étais un peu short-stack sur le temps, mais je vais juste vous montrer l'intérêt du deuxième. Vous recevez un patient de 51 ans, postier, qui présente depuis 7 ans des douleurs bilatérales au niveau lombo-sacré et des douleurs dans l'aine à droite. Il a reçu plusieurs traitements. Massage, chaleur, ultrasons, exercices actifs globaux et ostéopathie, sans amélioration nette. Les douleurs reviennent systématiquement. Là, je vous donne une hypothèse, mais cette fois, c'est une hypothèse d'intervention que je vous demande d'admettre. Si vous, ce que vous voulez faire, c'est que vous pensez à réaliser des exercices de renforcement musculaire lombaire, mais que dans cette situation, vous apprenez que le patient est réticent à l'idée de faire des exercices car il a peur que cela crée des douleurs. Je suppose qu'on a déjà tous vécu cette situation. Alors, le fait que le patient soit réticent, peur que cela crée des douleurs, rend votre idée de réaliser des exercices de renforcement lombaire très renforcé, plutôt renforcé, ni plus ni moins renforcé, au contraire, je vais commencer à tirer le frein à main parce que ça me donne beaucoup moins envie d'en faire. Alors là, on aurait pu voter, mais je vais tout de suite vous donner les résultats des 16 experts. 2 très renforcés, 6 renforcés, 4 ni renforcés ni affaiblis, 4 plutôt affaiblis. On s'aperçoit que le consensus est déjà beaucoup moins franc. 2 situations. Une où il y a quand même une grosse tendance, mais personne n'est... Enfin, il y a quand même quelques divergences, et pourtant ils sont tous experts. Deuxième situation qui est réelle, ces 2 situations sont issues de patients qui ont été réellement vus. Les experts, ils ne sont absolument pas tous d'accord. Ça, c'est la réalité de la vie. C'est la réalité du monde dans lequel on est.
On s'aperçoit de deux choses à travers ces situations. C'est premièrement la présence d'incertitude, et deuxièmement qu'il y ait de la réalité de notre exercice. Et la deuxième chose, c'est que dans la justification, eh ben, on a de la preuve, puis des fois on n'en a pas, même quand on est expert. Okay, à partir de ces deux exemples, on va pouvoir commencer à aborder les thématiques maintenant. Le message numéro 1 que je voudrais vous faire passer, il est là. Evidence-based practice, arrêtons la guerre. Quand on m'a dit, est-ce que tu peux parler de l'EBP? J'ai dit, vous êtes sûr? Alors, l'EBP, je me suis dit, voilà ce qui va se passer. Il y a les pro-EBP qui vont dire, de toute façon, si c'est pas prouvé, ça sert à rien. Et de l'autre côté, si je fais des techniques, moi je fais des techniques pas prouvées qui marchent très bien, donc la preuve, ça sert à rien. En gros, quand on regarde les réseaux sociaux, on parle de bébé, c'est la guerre. Hein. Ça se déchire, ça s'insulte, ça canarde à tout va, etc., etc. Donc moi, le message que j'ai envie de vous faire passer, premièrement, c'est qu'il va falloir arrêter la guerre. Et on va savoir comment est-ce que, une possibilité, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de l'arrêter. Peut-être qu'il faut qu'on reparle un peu de l'EBP, j'ai l'impression. On va voir ça. En fait, le problème, c'est que l'EBP porte très, très, très mal son nom. Evidence-based practice, c'est clair comme de l'eau de roche, pratique basée sur les preuves. Donc, EBP égale preuve. Donc, le premier, voilà, le truc qu'il va falloir penser, c'est ça, vous voyez. Et bien ça, voilà, c'est non. Ça, c'est non. Donc maintenant qu'on a dit ça, la question c'est quoi l'EBP? Message numéro 2, qu'est-ce que l'EBP? L'EBP, c'est le patient, le thérapeute et la preuve. Donc, EBP égale preuve, ça semblait un peu court. Donc c'est patient, thérapeute et preuve. Un petit exemple. Concrètement, patient, thérapeute, preuve, tout ça. Imaginons que votre compagnon ou votre compagne vous dise « Ah, j'ai perdu mes clés ». Vous allez dire « Bon, on va chercher dans la maison où est-ce qu'elles sont ». On voit très bien comment on s'y prend. Alors, première chose, on pourrait se dire, oui, moi je suis quelqu'un de méthodique, vous savez, c'est comme avec les patients, il faut être très méthodique. Moi, je commence du grenier et je fais pièce par pièce, les unes après les autres, jusqu'à la cave. Alors, on peut faire ça avec les patients, hein. On prend le patient, on démonte tout le moteur, et puis on verra ce qu'on trouve. Ça va être bon. Une autre technique, c'est de se dire, moi, j'ai de l'expérience, moi, mes clés, quand je les ai perdues, je sais que je les mets dans la poche de ma veste, et c'est là où je vais les voir. Ouais, c'est une idée, ça peut marcher. La preuve, pour vous, ça a souvent marché. Est-ce qu'il faut le négliger? Non, il ne faut pas le négliger, parce que ça se trouve, ce sera là. C'est probable, peu probable. Si ce n'est pas vos clés, c'est peut-être un peu moins probable. Mais il ne faut pas l'écarter. Donc déjà, on peut avoir une autre idée, c'est de se référer au thérapeute, à son expérience, à ce qu'il a vécu. Mais on sait aussi que la preuve, c'est-à-dire les statistiques, nous disent que globalement, les clés, on les range dans un petit meuble à l'entrée ou dans un sac à main. Si vous n'avez aucune idée de savoir où est-ce que sont ces clés, vous allez commencer par le grenier ou vous commencez par les deux endroits où il est le plus probable de les chercher? Moi, perso, je commencerai par là. Et puis si ça y est pas, j'irai voir ailleurs. Moi, je pense qu'il ne faut pas être couillon, il faut se servir de la preuve quand ça nous aide. C'est quand même dommage de ne pas s'en servir. Mais vous apprenez alors que votre compagne ou votre compagnon vous dit « Pourtant, la dernière fois que je l'ai vu, c'est quand je suis allé à la cave. » Alors, on commence toujours par le grenier, on commence par la table à l'entrée, où on tient compte du patient, de votre compagnon de bain, et on va commencer par la cave. Moi, perso, je commencerai par la cave. Et oui, je ne vais pas faire la technique la plus prouvée. Parce que là, la particularité de la situation fait que je renverse la probabilité, j'irai voir d'abord à la cave. Si ça n'y est pas, eh ben je ne sais pas par où commencer, je vais m'appuyer sur la preuve. Si ma femme ne me dit rien, ou mon compagnon, ma compagne ne me dit rien, ben je vais commencer par la preuve. Voilà comment est-ce qu'on peut jongler entre l'un et l'autre, entre le thérapeute, entre la preuve et le patient. Et c'est là où il faut être malin. C'est là où il ne faut pas être dogmatique. Celui qui ne fait que de la preuve, il n'écoutera jamais sa compagne ou son compagnon, il n'écoutera jamais le patient, il ne fera que de la preuve. Et puis quand il a cherché dans la table de l'entrée et qu'il a cherché dans le sac à main, ça y est pas,
Ah bah c'est pas prouvé, moi j'arrête de chercher. Alors on va faire ça avec un patient? Ben non. Donc c'est ça le BP, c'est être capable d'arriver à jongler entre ces trois éléments-là. Donc, maintenant si on s'appuie un peu sur la littérature, les derniers écrits, c'est Adrien Palot qui est kinésithérapeute, publication en 2022. Donc voilà, on a le patient avec toute sa dimension biopsychosociale, ses valeurs, ses attentes, le thérapeute avec son expérience, sa compétence. Dans les deux, il s'instaure un dialogue. Et puis il y a les données scientifiques, avec entre les données scientifiques et le patient, l'éducation. Et le thérapeute et les données, c'est le développement professionnel, c'est de la formation. Au milieu, c'est le BP.